point de vue français, c'est pour rejeter l'approche qu'on estime effectivement totalement improductive sur le plan scientifique. S'agit-il d'une différence de niveau? D'un côté, les culture studies qui travaillent au niveau micro, voir un peu comment dans la rue, comment dans l'usine, il y a effectivement une production d'une culture qu'on pourrait traduire par une culture de résistance, ou s'agit-il du poids effectivement des traditions nationales qui expliqueraient que les cultural studies s'émancipent à partir de Birmingham, alors qu'en France, elles sont relativement peu connues à cette époque-là. Alors peut-être une petite remarque, la France va travailler beaucoup sur le niveau macro, va travailler des industries culturelles, et ces industries culturelles se développent certes dans les milieux francophones, mais une petite remarque qui est ténue de la logique nationaliste qui pourrait expliquer les différences de perception entre approche anglophone et approche francophone. Les industries culturelles se développent aussi bien en France qu'en Bretagne, par exemple avec Nicolas Garnam, qu'en Espagne, avec Ramon Salo et Enrique Bustamento, ou qu'au Canada, avec excusez-moi, Jean-Guy Lacroix, par exemple, ou Gaëtan Tremblay. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième époque, puisqu'il y a trois époques parfaitement identifiées. Et bien sûr, la deuxième époque est celle où on va à nouveau voir une insistance d'un côté dans les milieux anglophones sur les cultures de résistance et de l'autre côté dans les milieux francophones sur les cultures moyennes. On peut parler avec Stuart Hall donc, qui fait partie de ces cultural studies. On peut voir une révélation avec des concepts très forts, le concept de codage et de décodage, c'est-à-dire que toujours avec cette idée de montrer qu'il y a une résistance possible dans les milieux populaires, eh bien Stuart Hall va montrer que dans ces milieux populaires, on est capable de coder, on est capable d'encoder et de décoder. Pour le dire autrement, lorsque Stuart Hall étudie ces cultures de résistance, il montre qu'il y a trois types de positions. Il y a la dominant position, c'est-à-dire cette position qui voit les populations complètement intégrer le message dominant, mais on peut aussi parler d'une oppositional position, c'est-à-dire dès lors que cette culture dominante vient heurter les valeurs profondes des individus, quel que soit leur niveau scolaire, par exemple, ils sont capables de prendre une distance, voire de s'opposer complètement aux propositions. La France, elle, pendant ce temps-là, privilégie toujours l'étude des technologies de l'information et de la communication, et elle entend montrer que si la réception peut développer effectivement des options tacticiennes face aux stratégies des majors de la communication, par exemple, de la culture, elle est capable aussi, effectivement, de se montrer avec une certaine distance par rapport à cette position. Donc, la France laisse place à la possibilité de ruse tacticienne. Je prends le cas de Michel de Certeau qui montre la différence entre tactique de l'émission, tactique de la réception, et stratégie des émetteurs. Mais avec toujours, côté français, le risque que l'on perçoit de surévaluation des cultures dominantes. Il ne s'agit surtout pas de séparer l'analyse des motivations des réceptions et celle des stratégies des industries culturelles. Je passe à la dernière étape. La dernière étape est une dérive du point de vue francophone des cultural studies, puisqu'elles vont s'inscrire dans ce qu'on appellera la postmodernité, qui rend obsolètes les concepts d'audience, les concepts de consommation de masse. Les chercheurs états-uniens, puisque maintenant les cultural studies ont quitté la Grande-Bretagne, enfin, ont fait un voyage migré vers les États-Unis, et de ce point de vue-là, de nombreux chercheurs états-uniens vont critiquer les approches francophones en parlant de culture nationalisme, c'est-à-dire cette idée que toute culture est le produit d'interaction et d'inculturation selon un rythme que l'État ne peut pas contraindre. Alors que côté français, au contraire, au côté francophone, on appelle l'État pour quelque part mettre en place des systèmes de régulation au niveau de la culture.
La France donc va repenser le rôle de l'État et privilégier le paradigme de l'égalité. En conclusion, on peut parler d'un bilan en demi-teinte des Cultural Studies. En un sens, elles ont aidé à déconstruire les concepts d'identité, de culture nationaliste, mais en même temps, on peut chercher la critique de ce qu'on appelle la world culture, c'est-à-dire un produit marchand et une source de profit. La conclusion générale de mon propos est que l'analyse comparée justifie de prendre en considération les espaces où se créent et où se développent les écoles scientifiques. La démarche a déjà donné lieu à des approches géographiques du territoire. Je pense par exemple à notre collègue Alain Kindo. En ce qui me concerne, je l'ai développé dans mon dernier ouvrage en montrant que, d'une part, par exemple, du côté de l'Amérique du Nord, on a une certaine hégémonie de certaines écoles scientifiques. On a du côté de l'Amérique du Sud des résistances de ces théoriciens. On a un désaxement progressif des productions scientifiques vers l'Est et l'Orient, avec des productions scientifiques en Afrique et sur l'Afrique en recherche de reconnaissance. Pardon. Non, là je parle du monde entier, parce que maintenant on élargit le propos au monde entier, on s'aperçoit que selon les aires géographiques, on a effectivement des tendances différentes qui nous permettent d'avoir une espèce d'historique d'une approche épistémologique et historique des différentes approches. Et j'ai parlé également, humblement, à mon niveau, des influences du Moyen-Orient et du monde arabe, en disant, alors c'est pas du tout péjoratif, je parle d'influence à bas statut, c'est-à-dire qu'elles ont encore du mal à se faire connaître à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je soutiens tout à fait la démarche que vous entreprenez ici au niveau de la R pour voir dans quelle mesure, effectivement, du point de vue arabe, au-delà même des questions culturelles, il peut y avoir une spécificité des échanges, à condition de ne pas oublier les influences et les convergences d'un espace géopolitique l'un à l'autre. Je n'en veux une seule preuve. En lisant Meï Abdallah, je suppose que Meï Abdallah, en me lisant, a dû avoir la même conclusion. Il y a des convergences entre nous. Et elles ne sont pas qu'affectives, elles sont aussi scientifiques. Je vous remercie de votre attention. وأنا حضيف عليهم سؤال رابع. Nous allons prendre 3 questions rapides. Oui, moi j'ajouterai la 4e question. Oui, on va prendre les questions à la fin, on va préparer la réponse tout de suite. À la fin. دكتورة مي من فضلك يعني لو كان بس ملخص المحاضرة. المحاضرة صعب كثير انك تلخصها، مستحيل. اذا بدك انه بالعربي صعب كثير. هو يتكلم عن مراحل، 3 مراحل. هو يتكلم عن المقاربات النقدية الفرنكوفونية والأنجلوفونية للثقافة. وقد تكلم عن المراحل الثلاثة لتطور الفكر الاتصالي. تكلم عن بالبداية كان هناك ثقافات مقاومة، ثم كان هناك الثقافة المتوسطة، يعني الثقافة مقابل الثقافة المتوسطة، مقاومة الثقافات. المرحلة الثانية صار في مركزية ثقافية، ثم تفهمك بعدين شلون عم نحكي على طبعا علوم الاعلام والاقتصاد، بعدين صار في اتجاه نحوي ما بعد الحداثة وما بعد الفكر الحديث والليبرالي بعد التحرر، لنصل بالاخير الى ان هناك توجه مع الكالتشر ستاديز، مع الدراسات الثقافيه، الى مراجعه هذه الامور والى التفكير والى تفكير كل المصطلحات، مصطلحات الهويه ومصطلحات الثقافه ما عاد في شيء اسمه ثقافات وطنيه محليه، لنصل الى خلاصه عامه هي تحليل المقارن، الاتجاه نحو تحليل المقارن أكثر فأكثر، وإلى التشاركية في الثقافات، وإلى خلق مساحات جديدة ثقافية حيث تظهر مدارس علمية جديدة. اوكي؟
وإذا هناك تمييز اليوم ما بين التقارب المقاربة، يعني بين إذا بدك توحيد المقاربات وتوسعها لتصبح لتلتقي مع بعضها البعض، ولكن ما بتكون إلا مركزية، يعني خروج من المركزية في المقاربات النظرية. شكرا لكم. بناخذ أول سؤال مع دكتور كاظم. فعملوه من منطلق ناخذ 3 أسئلة. ايه ماشي. المحاضرة قيمة حقيقة، وهي شغل شاغل المثقفين في العالم ليس فقط في فرنسا. هذا التراجع في المفاهيم يعني حقيقة، أو كما عبر عنه بيومان في الحداثة السائلة. أنت ذكرت موران كمثل، أنا أعتقد الأقرب ربما لتعريف ما نعيشه الآن هو ما كتبه بيومان في الحداثة السائلة. السؤال الأول أو حقيقة سؤال جوهري: هل تراجع المفاهيم الثقافية هل سبب صعود اليمين؟ اليمين في فرنسا طبعا اليمين كما أقول اليمين رجع عادة، اليمين عدو الثقافات. في فرنسا وفي إسبانيا وفي الدول الاسكندنافية، هل صعود هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة هو السبب في تدني هذه المفاهيم الثقافية، أم أنه النموذج الوحيد القطب الواحد يتمثل بالإدارة الأمريكية السيئة ربما أيضا يكون سبب لهذا التراجع الكبير؟ شكرا. Sorry, I don't speak Arab. La montée de la droite contribue-t-elle en France, notamment, au recul des concepts culturels? C'est une excellente question, et une question dramatiquement d'actualité. En principe, la science n'a pas à se soucier de l'univers politique dans lequel elle baigne. Je dis en principe, et en ce qui me concerne, moi j'avoue que ma trajectoire m'a vu des fois revenir sur des concepts que je croyais installés définitivement et en apporter une approche critique. J'avais le sentiment que tout cela se faisait dans un univers d'intellectuels largement partagés, et voire même, et là ça doit être ma jeunesse qui s'exprimait à cette époque-là, une certaine naïveté à penser que progressivement, au-delà des cercles scientifiques, les milieux, pourquoi pas politiques, prenaient en considération nos découvertes, nos concepts, voire même notre conception du monde, c'est-à-dire une conception du monde qui est toujours ouverte, qui ne peut pas s'enfermer définitivement dans des concepts. C'était, et je parle au passé, c'était ma conviction jusqu'à ce que je découvre, alors je vais élargir votre question, pas seulement à la France, mais au-delà, que de plus en plus, et prendre l'exemple états-unien est particulièrement significatif aujourd'hui, le politique essaie d'influer sur le scientifique. Pour le dire autrement, de faire le choix dans les propositions qui sont faites par les scientifiques de celles qui ont légitimité et celles qui n'en auraient pas. C'est effectivement dans l'histoire, on voit que de manière traditionnelle, il y a toujours un choc entre une approche, on va dire, politicienne du scientifique et parfois une approche aussi scientiste du politique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, nous devons nous battre pour que ce politique, quel qu'il soit, la droite, en ce moment, on a vu à certains moments aussi la gauche vouloir s'emparer de certains de nos concepts et leur faire dire d'autres choses que ce que nous avions imaginé dans le cadre de nos propres recherches, nous devons effectivement être toujours vigilants, toujours très sensibles. Est-ce que la France, aujourd'hui, est plus victime qu'avant?
malheureusement, j'ai tendance à penser que si les chercheurs ont toujours cette capacité à résister, il en est tout autre dans l'espace public. Et dans l'espace public, au nom de la critique contre les élites, on voit de plus en plus effectivement de discours qui tendent à niveler l'approche scientifique par rapport à d'autres approches, c'est-à-dire à réduire l'approche scientifique à une opinion, ce qui est une hérésie. J'ai des opinions, bien évidemment, en tant que citoyen, mais lorsque je suis chercheur, les opinions ne doivent pas me freiner, même au contraire. L'ouvrage que je viens d'écrire et que ma collègue a simplement choisi de traduire, et qui va sortir progressivement en langue arabe, un ouvrage énorme, dit-elle, pour me faire comprendre le courage qu'elle a eu d'entreprendre. Oui, je veux bien croire que c'est difficile, mais dans cet ouvrage, j'ai travaillé justement à montrer combien il est urgent, il est important que le scientifique puisse avoir son propre chemin sans pour autant faire état d'opinion. Dans l'ouvrage, je fais état de certaines adhésions théoriques que j'ai pu avoir. Je les ai repassées à la minette des différentes découvertes et en les actualisant. Et évidemment, mon chemin a évolué, ma pensée a évolué, mais j'ose espérer qu'elle s'est faite de manière résistante par rapport au choix que le politique voudrait nous imposer. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. فهمت علي؟ دكتور فاضل فهمت علي؟ لا اكيد اكيد لا؟ يعني من الفرنسيه سافا شكرا. لا بقول لك ما فهموا عم ما فهمت شيء كلش ما فهمت؟ لا كان عم بقول شيء كثير كله الاسئله وبعدين ترجم الفرق. لا خليني احكي سؤال لا بسرعة جدا كان عم يحكي كيف أن كان هو متوهما عندما كان شابا أن هو كعلمي سيؤثر على السياسة، فاتضح له أن السياسيين هم يؤثرون على الفكر العلمي ويحاولون السيطرة على الفكر العلمي، وأن نحن يجب أن نقاوم، ويقول أنه بالنهاية هناك سيطرة، فهناك يحولون المقاربة العلمية إلى رأي. هذا أهم مقال. نطلق اسم الدكتور محمد العلامي. محمد العلامي. تفضل دكتور محمد. Oui, c'est votre téléphone, je voulais J'ai une petite remarque à propos des idées de Habermas, surtout l'universalité des idées de Habermas sur l'espace public et la société civile. Je pense qu'il faut revoir ce concept de dire que c'est valable pour tous les espaces. أريد فقط لدي ملاحظة حول فكرة هابرماس حول الفضاء المجال العام أو الفضاء العام والمجتمع المدني. أريد أن أقول بأن كونية وعالمية هذه الفكرة هي نسبية وغير دقيقة ويجب مراجعتها. Pour concrétiser ça, on peut revoir l'idée des événements de printemps arabe. On a démontré que même pendant la période du printemps arabe, tout le monde a dit que les révolutions vont aboutir jusqu'à la fin. Mais malheureusement, il y a un émergement des idées de Habermas, de l'espace public, de réseautage, même des idées de Manuel Castells sur la société des réseaux, mais on n'a pas pu arriver à la démocratie. Et ça reflète les spécificités du monde arabe. Ça reflète aussi le pouvoir, l'autorité. Et ce sont des cas arabes. وأريد أن أعطي حججا حول ذلك وأقول بأن تجربة الربيع العربي بيّنت أن رغم بعض الوعود الكبيرة التي كانت تطرح بأن
ثورات الربيع العربي ستصل إلى منتهى، وأن أفكار هابرماس حول المجتمع المدني والفضاء العام سيكون لها مفعول قوي. ولكن الملاحظة هي أن هذه الثورات رغم أن الثورات العربية كسرت أنظمة عتيقة ولكن لم تستطع أن تبني أو إعادة بناء ديمقراطية، وهذا يعود إلى أسباب ترجع إلى البنيات الثقافية وعلاقة السلطة بالمجتمعات العربية. شكرا. ميرسي دكتور محمد. سيرد عليك مباشرة دكتور برنامج. Oui, chers collègues, je vous remercie de votre intervention, parce qu'effectivement, elle doit nous amener à préciser, je suis allé trop vite en parlant d'Habermas. Il est vrai que lorsque Habermas, dans les années 60, construit le concept d'espace public, il se veut peut-être universaliste, mais déjà il faut remarquer que sa démarche a été entreprise à partir d'une étude concernant l'Angleterre, la France et l'Allemagne, du 19e au 18e, 19e siècle. 30 ans après, Habermas va réécrire pour dire qu'effectivement il s'était trompé. Il s'était trompé en ce sens qu'il imaginait un concept qui soit homogène, alors que de nombreux chercheurs entre-temps ont montré que l'espace public devrait être conjugué au pluriel. Les espaces publics, avec d'un côté un espace public politique et un espace public, par exemple, sociétal. C'est cet espace public sociétal qui est intéressant à étudier, non pas pour l'imposer comme étant la seule lecture possible de nos sociétés contemporaines, mais pour interroger in situ et pro-temporel, c'est-à-dire dans la situation très précise, si on peut parler d'un espace public sociétal ou non. Et effectivement, dans ces années 2010-2011, on parlait de printemps arabe, la question s'est posée, est-ce qu'on peut parler, est-ce que finalement les sociétés du Maghreb ne sont pas en train de nous montrer une certaine forme d'espace public sociétal à l'origine de la destitution de certains dirigeants de ces sociétés. Je pense à la Tunisie notamment, mais je pense aussi par exemple en Égypte. Le concept est d'apprendre avec beaucoup de précautions. Je l'ai étudié encore une fois dans mon dernier ouvrage pour montrer que un certain nombre d'auteurs estimaient qu'on ne peut pas parler d'espace public, par exemple s'agissant de sociétés où on a un pouvoir autoritaire, pour ne pas dire autocrate. Mais en suivant certains travaux de mes doctorants, la question, avec beaucoup de précautions, est encore étudiée est encore convoquée pour étudier est-ce qu'on peut parler d'un espace public sociétal, par exemple concernant la Chine, voire même concernant la Russie. Le seul fait que ces questions soient posées nous montre encore une fois qu'il ne s'agit pas d'être prisonnier de concepts qui ont été construits en d'autres lieux et avec d'autres environnements, mais qu'il faut à chaque fois passer les mots à la moulinette. Est-ce que ça s'applique aux situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui projetés? Alors là, je ne vais pas vous offrir une conclusion, parce que l'espace est du coup très ouvert. Et certains auteurs, même en Afrique par exemple, où on a des pouvoirs qui sont réélus à 98% par exemple, la question de l'espace public existe. Est-ce qu'elle s'exprime sous les mêmes formes que ce qu'Habermas avait étudié? La réponse la plupart du temps est non. Est-ce qu'on peut parler d'un espace public sociétal? La réponse reste ouverte. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense que c'était aussi le sens de votre question. بيقول انه هذا المفهوم تم مراجعته كليا، وهذا المفهوم معقد جدا ولا ينطبق على في كل الدول وعلى كل التجارب، وبالتالي لا نستطيع ان نستخدم المفاهيم هكذا كما هي. يجب ان نعيد نقدها ويجب لا ان نتصرف بها بهذا الشكل. فهناك فضاءات لكل مفهوم. Bertrand, d'abord j'ai beaucoup apprécié ta communication. Chaque phrase est chargée d'une notion philosophique, c'est vraiment lourd, c'est pas facile à comprendre. Heureusement c'est enregistré, on va le répondre après. Moi ce que je voulais comprendre, est-ce qu'on tend vers quelque chose d'universel ou on doit garder cette vision anglophone et puis francophone et la diversité? Est-ce que tu es pour la diversité ou on doit aller vers quelque chose d'universel?
parce qu'actuellement on dit halte à la mort des cultures, il faut qu'il y ait une variété, il ne faut pas qu'il y ait une dominance. Donc moi je n'ai pas très bien saisi, est-ce que tu as un avis, est-ce que tu as un penchant vers la vision francophone, anglophone, ou vers quelque chose qui va unifier la vision du monde? Merci. Le titre c'est Communication Monde, ton livre. Tout à fait. Tu vas parler de la communication monde. Il est temps d'en parler un peu. Oui. Gros concept. Est-ce qu'on va tendre vers une homogénéisation du monde? Dans les époques où le postmodernisme s'affirmait, effectivement, on nous a même dit l'histoire n'existe plus. L'histoire n'existe plus puisque finalement on n'a plus à tenir compte des spécificités, et les culture studies précisément sont tombés dans ce travers. Je dis ce travers, ce qui montre déjà la distance que je prends par rapport aux culture studies. Une certaine période, la troisième période des culture studies, tendait à considérer que l'homme devenait un homme sans frontières. On parlait même du rôle fondamental des diasporas, qui, situés sur plusieurs cultures, peuvent effectivement nous ouvrir à ce monde sans frontières. Oui, et citoyen monde aussi. On parlait de citoyen monde, effectivement, et on avait tendance à considérer que tout était joué maintenant, on allait dans un monde de plus en plus global, et qu'à partir de là, les spécificités allaient progressivement s'atténuer, jusqu'à ce que certains commencent à nous dire non, c'est pas un monde global, mais un monde local, c'est-à-dire où il y a effectivement des tendances lourdes, et on parlera effectivement de mondialisation, mais où il y a aussi des revendications plus spécifiques à certains lieux, et dans ce cas-là, encore une fois, il fallait considérer, voir local, c'est-à-dire global et local en même temps. Je pense qu'effectivement, les culture studies ont apporté beaucoup à la définition de la culture, par exemple de l'identité, mais de mon point de vue avec certaines limites, et on le voit très bien dans la troisième phase, où finalement des auteurs se revendiquant des culture studies se sont parfaitement inscrits dans le courant néolibéral, affirmant qu'effectivement, dorénavant, le capitalisme est capable de montrer sa capacité d'adaptation, y compris aux revendications locales, et il faut compter avec la flexibilité, la souplesse du capitalisme pour effectivement voir se développer ces conceptions de la culture. Je pense que c'est un travers, parce que effectivement, il ne s'agit plus de parler d'uniformisation du monde, mais j'ai déjà eu l'occasion de le développer. Je vais essayer de faire très court, parce que c'est très complexe quand on parle de communication monde. Au départ, lorsque Armand Matlar, qui vient de nous quitter d'ailleurs tout récemment, j'en profite pour adresser une pensée chaleureuse à celui qui a été mon maître, lorsqu'il parle de communication monde, il s'inspire de ce qu'ont écrit d'abord avant lui Fernand Braudel, qui définit historiquement une étape où on a vu des empires mondes, puis une économie monde. Et à la suite de Braudel, Immanuel Wallenstein a montré que dans cette économie monde, il y avait un centre, et il y avait des périphéries, des semi-périphéries et des marges. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Immanuel Wallenstein a été beaucoup plus précis, mais a passé très vite là-dessus en parlant des systèmes mondes, et non pas du seul système monde caractérisé par l'économie monde. C'est-à-dire pour Immanuel Wallenstein, il y avait d'un côté, il y a eu historiquement parlant, d'un côté un empire monde, puis l'économie monde, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il avait envisagé une troisième option qui pourrait être un gouvernement socialiste monde. Quand on regarde aujourd'hui où nous en sommes, eh bien, nous avons la résurgence d'empire monde, la Russie en étant un exemple, d'une économie monde, car elle n'a pas disparu cette économie monde, et également une prétention de la Chine à vouloir proposer un modèle, je mets entre guillemets, socialiste du monde. Tout cela nous laisse à penser qu'il ne faut plus limiter la communication monde à l'économie monde, mais qu'elle peut être traduite aussi par exemple, les déclaratifs de Poutine. Vladimir Poutine a autant vocation à parler à l'interne qu'à l'externe. C'est une forme de communication monde, ce que Armand Matlar n'avait pas évoqué à l'époque. La communication monde des grands empires, GAFAM et autres, est
toujours présente, combien présente, et on peut se demander dans quelle mesure la Chine ne représente pas non plus une autre forme de communication. Voilà, je n'entre pas plus dans le détail parce que sinon je crois que je vais vous essouffler. Moi j'ai passé 3 ans à étudier tout ça en étant à temps complet. وننهي هذه الجلسة بالحديث عن مفهوم الاتصال العالم. ايش العالمي؟ هو طرح طرحا جديدا يقول أن الاتصال العالمي غير موجود وغير محقق ولا يمكن أن يتحقق، ولكن اتجه إلى مفهوم جديد هو اتصال عالم، بناه على نظام عالم، اقتصاد عالم، ليصل إلى اتصال عالم وإلى حكومة اشتراكية عالم، ويقول أنه يمكن أن يكون للصين مثلا حكومتها الاشتراكية عالم، اللي هي عالم خاص لها، اللي هي يجمع، هي جلوباليزيشن، يعني يجمع ما بين المحلي والعالمي. شكرا لكم، ونقول شكرا لبروفيسور كردوش. شكرا كثير، merci. ابقى معنا reste avec nous. Nous allons passer directement. سندعو دكتور هيثم قطب إلى الصعود إلى المنبر. أستاذ معنا من بعد هلأ مداخلات. حضرتك موجود معنا. في عندنا 3 مداخلات من بعد. بدنا ننزل هاي أكيد. لنشوفهم نسمعهم. دكتور هيثم رح يدير الجلسة القادمة. عندك البرنامج، عندك الأسماء، جيب البرنامج. عبيدي شكرا لك، نورتينا، ميرسي لكم. نعم. هذه هلا جلسة فرنسية بامتياز. شباب سيحاول زملائنا الكرام، سيحاول دكتور هيثم أن يترجم قدر الإمكان وسيدير الجلسة الفرنسية. لدينا زملاء من فرنسا من الخارج، ولدينا ندعو الدكتورة ماري نويل إلى الصعود إلى المنبر، هي من لبنان. في حدا كمان من لبنان بهالجلسة؟ لا، كلهم من فرنسا. Je reste avec nous, nous avons nos collègues de France qui vont maintenant intervenir avec nous à distance. فينا نتأكد إذا موجودين معنا شباب الزوم، فينا نشوف إذا أسمائهم إذا موجودين معنا أونلاين. شوف لي أسماء فرنسيين. يلا حضر وقلنا إذا موجودين معنا. افتح تليفونك. فيكم تفتحوا تليفونات وتشوفوا وتتابعوا على اللينك اللي أعطيناكم إياه. Il était avec moi, Jamal. Oui, avec Bernard-Miège et Jean Sgar. Mais il était dans l'autorité, Bernard-Miège. وأنا كمان Bernard-Miège et Jean Sgar. Oui. Ah oui, qui est décédé. Oui, et Jean Sgar est décédé. نحب على مين؟ برمية شتيلة نوارد حبيبي هناخد زوم اوت. اهلا بالجميع اللي اجوا انضموا معنا هلا، نرحب بالجميع بالاعزاء جميعا. بعدك لو وصلت معه هلا قبل انت ما كنت عم تشوفونا؟ لا انا كنت فاتح زوم انت عم تساليني عن ناس معينه. لا هيدي الكاميرا هلا انا شفتك عم تحطه، ما كنت تحطها قبل؟ ايه هلا بقى عم تفتح معه. ما هيك بس مش عم نشوفه لإلهم. لا بس انا قصدي انه مش عم نشوفه انه موجودين الله.